Hello Elisabeth, bienvenue à tout le monde aujourd'hui pour notre premier live de 2026. Je suis vraiment super contente de te recevoir Elisabeth. Je te Bah, suis de merci. près et on échange souvent ensemble en commentaire. Donc aujourd'hui, on va parler de ce qui est difficile pour les RH, qu'est-ce qui blesse les RH, qu'est-ce qui nous conduit parfois à être dans des situations un peu compliquées. Mais dans un premier temps, on va attendre un peu que les gens viennent. Alors comment il fait? Alors toi, tu es dans le sud, Elisabeth, c'est ça? Ouais, donc déjà, merci beaucoup de m'avoir proposé ce live. Avec plaisir. Et puis bonjour à tous ceux qui sont là. Le temps, c'est assez humide en ce moment. Moi aussi, en région parisienne, je pense qu'il fait 2 jours de C'est pluie, un jour pas. de beau. Hmm. Donc, hem, Non, là, ces jours-ci, c'est pas terrible, c'est froid et humide. On en a un peu marre, on n'est pas habitué à ça. ouais, mais je comprends. Moi, j'ai mal partout. C'est ça, les aléas de la vieillesse aussi. Hmm. C'est là que tu sens que finalement, tu es jeune dans ta tête, mais pas forcément dans ton corps. Mais c'est pas Ouais, grave, on un fera peu avec plus tôt le aujourd'hui. matin, mais bon. Alors, Laïla nous indique, Laïla qui travaille avec moi sur les lives nous indique que le live est bien lancé. Donc, eh ben, j'espère qu'on va avoir des gens qui se sont connectés. En tous les cas, le sujet avait l'air d'avoir fait. On a 7 personnes pour le moment. Bonjour à tout le monde. D'habitude, je vous vois. Attends, je vais mettre le chat à côté. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Dites-nous s'il fait beau chez vous ou si vous aussi vous êtes dans l'humidité. Et la Parce que grisaille. et la grisaille comme, du coup Elisabeth dans le sud et moi sur la région parisienne. Voilà, donc le sujet a suscité pas mal d'inscriptions, on est assez contents. Moi je suis assez contente de pouvoir parler de ce sujet étant, du coup moi aussi RH depuis un petit moment et ayant aussi vécu des moments qui étaient pas, si, faciles que ça dans ma carrière avec des remises en question, des doutes, et toutes ces choses qui font que parfois on se sent plus ou moins légitime dans ce qu'on fait, plus ou moins reconnu, plus ou moins validé. Mais je pense que ça c'est un peu, je pense, le quotidien de toutes les RH, quelles que soient, nos positions, qu'on soit dans des petites ou des grandes entreprises. Je pense qu'on a quand même des grands moments de solitude. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah bah oui, la solitude, c'est l'une des choses qui revient le plus, effectivement, chez les RH, hein. C'est un poste, c'est à la croisée de toutes les tensions dans l'entreprise. C'est un poste qui est essentiel à mon sens, ce qui n'est pas forcément reconnu tel quel par la direction, enfin, pas toujours, mais c'est effectivement, elle draine beaucoup de sujets, beaucoup de tensions. Et à côté de ça, oui, il y a une vraie solitude du métier où on ne peut pas déposer ce qu'on vit, euh, tout ce qu'on reçoit comme émotion. Donc, c'est un poste qui est compliqué, ouais. Mais tu sais, on s'est fait auditer il y a pas longtemps, je sais pas si je vous l'avais dit en fin d'année, à tous les gens qui nous suivent et avec mon collègue Guillaume qui est sur Toulouse et du coup on s'est fait auditer pour savoir si on avait des bonnes pratiques RH parce que je trouve ça super important, d'avoir un retour et on a eu quelqu'un, qui avait pas mal examiné notre site internet et qui nous a écoutés aussi dans ce qu'on mettait en place et quand il nous a dit qu'on était vraiment alignés, avec, ce qu'on disait à l'extérieur et que finalement on faisait un bon boulot, et ben, je t'assure, la première réaction qu'on a eue tous les 2, c'est: «Waouh, génial, est-ce que tu pourrais le dire à notre direction?» Même si on a des patrons super sympas qui reconnaissent, ce qu'on fait et je me suis dit que ce réflexe, de RH, tu vois, de se sentir un peu validé par l'extérieur parce que Mhm. parfois, même si on nous soutient à l'intérieur, on se sent pas toujours validé, bah, ça fait super du bien et ça m'a fait vraiment réfléchir à ce sujet et à me dire: «Beh, oui, en fait, même dans les super entreprises où, tu es bien accompagné, bien enfin respecté et encouragé dans ce que tu mets en place, bah, tu peux avoir ce sentiment de solitude». Alors du coup, Elisabeth, on a plein de gens. Est-ce que, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu pourrais, te présenter? Oui, bonjour à toutes celles et tous ceux qui sont arrivés. Donc moi, je suis coach professionnel certifié et avant ça, j'ai passé 20 ans en entreprise dans le marketing et la communication, donc entre parenthèses, fonction support comme les RH, hein. Et puis j'ai toujours, c'est vrai que j'ai observé les équipes RH au plus près et j'ai été frappée par la charge émotionnelle, la perte d'élan que certaines RH pouvaient vivre alors qu'elles aiment à la base profondément leur métier. Et puis moi, j'ai ma meilleure amie qui est RH aussi. Et c'est vrai que j'ai toujours, du coup, elle m'a assez souvent confié à moi, donc je connaissais un peu ce qui se passait, ce qu'elle vivait en tant que RH. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'accompagner ces professionnels à se reconnecter à elles-mêmes, à restaurer leur confiance et leur posture pour qu'elles retrouvent de la clarté dans leur trajectoire professionnelle. Donc l'idée, c'est... Oui, vas-y. Non, non, mais super, moi je suis en admiration de ce que tu fais.
Ouais, je disais l'idée c'est vraiment d'aider, chacune, je m'oriente un petit peu plus, vers la cible féminine, hein, excusez-moi messieurs si jamais il y a des hommes, mais c'est vrai que l'idée c'est d'aider, chacune à se réaligner pour décider en conscience par la suite si, le futur c'est de rester dans son entreprise, de changer d'environnement ou même de se reconvertir. Mais de le faire, ce choix, depuis un endroit qui sera plus solide et plus serein. Oui, souvent, je lis tes posts, que j'essaye de liker le plus souvent possible et j'entends souvent que tu dis que, la solution, c'est pas forcément de changer d'entreprise, quand tout d'un coup, ça va plus très bien et où on se remet en question, que pour toi, c'est pas vraiment, la chose qui va, te permettre de te sentir mieux. Mmh. Du coup, dans ton accompagnement aujourd'hui, des femmes, alors messieurs, vous êtes les bienvenus, hein. Elisabeth accompagne aussi les messieurs si vous en avez besoin. C'est pas réservé aux femmes, le fait de pas toujours aller bien ou se poser des questions, en tout cas sur son métier. Du coup, qu'est-ce que, te disent les personnes qui viennent vers toi pour la première fois? Tu vois? Quand tu les reçois dans ces premiers entretiens, qu'est-ce que tu entends comme malaise? Qu'est-ce que tu peux nous raconter là-dessus? C'est vrai qu'au départ, elles viennent pas forcément en me disant: «Je suis épuisée». Elles vont commencer par me dire: «Le problème, c'est mon entreprise» ou «C'est mon boss qui comprend rien au RH, dans une autre boîte, ça ira mieux». En fait, elles viennent souvent aussi pour vider, leur sac parce qu'on en a parlé juste avant, elles sont dans une fonction où il y a une vraie solitude et où elles gardent souvent pour elles et la première intention, je pense aussi que c'est de se livrer, en fait, d'avoir un espace où elles peuvent parler, librement. Et je trouve ça très intéressant ce que tu dis parce que quand je fais mes entretiens annuels avec mon boss, souvent je lui dis: «Mais en fait, moi je pense qu'on devrait tous avoir un mentor ou en tout cas quelqu'un à qui on pourrait parler, de nos, difficultés ou en tout cas de nos ressentis RH» et souvent il me dit avec beaucoup de gentillesse: «Mais tu sais, je suis là, tu peux me parler». Mais oui, bien sûr que je peux te parler à toi, il y a pas de souci et d'ailleurs je te parle beaucoup tout au long de l'année, mais c'est pas ton boss ou des gens de ton entreprise, c'est pas les premières personnes avec qui tu as envie de discuter de tes ups et de tes downs, tu vois? Tu as pas envie d'aller taper à la porte de ton boss parce qu'il y a toujours cette idée aussi que même avec la meilleure et la plus grande bienveillance, au final, tu peux être jugé aussi sur ton C'est ça. ressenti. C'est jamais neutre, effectivement. Donc c'est gentil, merci Wojtek, cœur de me dire que je peux te parler, mais je me mets vraiment à la place, de toutes les personnes qui aujourd'hui sont dans les RH et qui, ont besoin de vider leur sac. C'est intéressant, hein, j'insiste sur le mot «vider son sac» parce que je pense que dans un premier temps, c'est un peu ça. C'est le trop plein, tu vois? Tu arrives à un Oui. moment de trop plein et tu as besoin de le dire à quelqu'un d'autre. Quel est selon toi le tout premier signal, ça c'est important je pense pour que les gens puissent réfléchir à ça, que quelque chose ne va plus avant même qu'on parle de la fatigue des RH ou de la perte de sens? Moi, je pense que le premier signal, c'est quand elles arrêtent de s'écouter et qu'elles se mettent en sorte de, pilotage automatique. En fait, c'est quand on va sentir qu'il y a une tension, une injustice ou une incohérence, mais qu'elles vont se dire: «Bon, de toute façon, c'est le job, je dois être forte, j'ai pas le choix, c'est comme ça» et en fait, c'est à partir de là qu'on va commencer à se couper de ses premières limites pour tenir le rôle. Donc je dirais que le premier signal, effectivement, c'est pas l'épuisement, mais c'est l'autocensure. C'est quand on s'écoute plus. Et ça tu le vois, systématiquement chez les gens, que tu accompagnes? Oui, il y a cette injonction à se dire, «Faut que je sois forte, le job, ça fait partie du job, donc je dois être forte, je dois aller de l'avant». Il y a une vraie dualité entre le fait d'être, humain et le fait de devoir être un personnage, fort et solide justement. Parce on est vraiment au cœur, de la stratégie de l'entreprise, quoi. Et du coup, quand tu creuses un peu, parce que j'imagine que les premiers rendez-vous chez toi, bah, voilà, tu dis c'est le rendez-vous, tu prends, ce que les personnes t'apportent, le trop plein et puis tu vas commencer à trier et creuser, pour chercher, effectivement ce qui va mal et comment tu peux accompagner. Qu'est-ce qui te les surprend le plus dans ce qu'elles vivent intérieurement à ce moment-là? Quand toi tu commences, tu vois, à avancer un petit peu, mettre des petits cailloux et dire: «Bon alors, OK, j'ai bien entendu, posons-nous et réfléchissons ensemble». Je pense que ce qui les surprend le plus, c'est cette forme justement de démission intérieure. C'est-à-dire qu'elles ont la volonté de rester loyales à l'entreprise, mais du coup, elles sont plus du tout loyales, vis-à-vis d'elles-mêmes. Donc elles vont continuer à faire leur travail, mais elles sentent en fait qu'elles n'y croient plus vraiment et elles se surprennent à fonctionner, en mode automatique, à ne plus se projeter, à faire le job sans y mettre autant de cœur qu'avant. Et souvent, elles se disent pas
je vais travailler sur moi, enfin, je dois travailler sur moi, elles disent ailleurs ce sera différent. C'est un peu un échappatoire, se dire que l'herbe, serait peut-être plus verte ailleurs. Il y a quand même une sorte, enfin moi ça m'est déjà arrivé donc je peux en parler je pense. Il y a une certaine forme de douleur, tu vois? À comprendre, qu'on veut pas forcément voir, à comprendre qu'au final on est un peu dissocié de ce qu'on avait envie de faire à l'origine. Parce que souvent, je pense que les RH sont toujours de bonne volonté, contrairement à ce que plein croient. Mais je pense que quand on est RH, on prend à bras le corps, les Mmh. problématiques de l'entreprise et on arrive aussi avec des sujets qu'on a envie de mener à bien. Chacun ses sujets, hein, c'est très différent, selon les personnes et le moment de rupture, hem, on est un peu dans le déni souvent, moi je trouve. On se dit: «Non, je suis un peu fatigué. Non, c'est une mauvaise période pour Mmh. moi. Non, ça va aller mieux demain», enfin moi j'ai pu ressentir ce genre de choses et puis, il y a un jour on prend un peu en pleine face le fait qu'effectivement, il y a une sorte de rupture, qui est un peu émotionnelle aussi, elle est pas que professionnelle, tu vois? Et ça peut être super difficile à vivre parfois. Qu'est-ce que toi tu vois par rapport à ça? On est vraiment dans cette idée que, le cœur est un peu brisé, tu vois? Mais déjà, c'est quelque chose que enfin, je comprends effectivement la désillusion et le fait de se dire: c'est pas de ma faute en fait, c'est la faute de l'environnement». Je peux le comprendre parce que les RH, elles se plient en 4. Elles sont, déjà souvent, c'est un métier qu'on fait par passion. Oui. Elles ont l'humain, enfin vraiment, elles ont à cœur, de travailler pour l'humain, avec l'humain. Elles sont ultra investies, elles sont ultra loyales. Donc sur le papier en fait, et puis même pour elles, elles font tout bien. Donc pourquoi c'est de leur faute au final? Pourquoi on dit que c'est à elles de travailler? Et oui, et qu'est-ce qu'elles découvrent du coup? Parce que y comme tu dis, on a toutes nos croyances, notre volonté, Ouais. notre passion. Qu'est-ce qu'elles découvrent en fait, sur le métier RH qu'elles avaient pas forcément vu comme ça? Bah, justement, je pense effectivement, il y a un gros gap, une grande désillusion entre ce qu'elles pensaient, être du métier, donc d'être un acteur stratégique de l'humain, un partenaire business, une voix pour les salariés et après la réalité, en fait, bah, qu'elles sont un peu perçues comme, la fameuse fonction support, souvent à faire des tâches administratives, et puis on peut leur remettre, enfin, on peut leur redire qu'elles sont au centre de coûts et Ah puis oui, voilà, bah, on le sait ça, ouais, bah, je connais aussi en ayant travaillé dans le marketing, hein, le centre de coût, ça je connais bien. Mais voilà, et puis au final, elles sont des vrais tampons en fait émotionnels dans l'entreprise. Et donc du coup, il y a cette injonction et cette croyance qui est forte, c'est de se dire bah on est RH, donc on est fonction support, on doit s'adapter, on doit faire plaisir, on doit être disponible, on doit pas déranger. Et moi j'ai vécu la même chose dans le marketing. En fait, ça, ce problème-là, il ne concerne pas tant que les RH, je crois que c'est toutes les fonctions support. mmh. Donc déjà, rien que sur ce point-là, vous n'êtes pas seul. Je pense que c'est une vraie réalité dans le monde de l'entreprise. Euh, et c'est pour ça que c'est important que pour être RH et stratégique, bah, il faut savoir poser ses limites et influencer aussi. N'hésitez pas à nous partager dans les commentaires, ce que vous ressentez vous. Qu'est-ce qui a été difficile entre ce que vous vous étiez imaginé du métier? On s'imagine, tous et tous quelque chose et la réalité, bah, du coup de votre fonction. Qu'est-ce qui a été un peu une désillusion et qui vous a fait souffrir? C'est toujours intéressant et vous pouvez poser des questions à Elisabeth aussi, n'hésitez pas, elle se fera un plaisir de vous répondre. Oui, moi ce qui m'a le plus désillusionnée, le mot difficile à dire, c'est, de prendre conscience, alors c'est peut-être un peu naïf, tu sais, moi j'ai des petits côtés naïfs moi, de prendre conscience qu'entre ce qu'il faudrait faire et ce qu'on est capable de faire, dans le sens positif, hein, ce que l'entreprise est capable de faire, d'amener, que ça soit financièrement, intellectuellement ou humainement, bah, il y avait des gouffres et j'avais l'impression du coup de beaucoup batailler, tu vois, pour essayer de mettre des choses en place et au final, d'avoir des gens qui me disaient: «Oui, dans l'absolu, ça serait bien de le faire, mais Mmh. finalement, on va pas le C'est pas la faire», tu vois? priorité. Ouais, Ouais, bah oui. c'est pas la priorité alors que pour moi, de par mon travail, dans les équipes, c'était pour moi une priorité et ça a été, maintenant je l'accepte et mon cœur reste ouvert. J'ai appris à prendre du recul, tu vois, à me repositionner sur ça, mais ça a été, assez, compliqué pour moi à un moment donné. Alors on a une petite question, il y a Sophie. Coucou Sophie. Elle dit: «Elle découvre la politique interne, la réalité des relations sociales, la posture entre direction et Mmh. collaborateurs, la communication à maîtriser, les décisions difficiles, les urgences et cetera» et oui, ça fait énormément de choses.
peut-être que dans les écoles aussi et c'est normal, on nous prépare pas, à affronter tout ça. Oui, c'est sûr, je pense qu'il y a un rôle à jouer. Je sais que moi, justement, je coach une RH qui se lance en freelance et qui est passée par une transition en faisant des cours Mmh. aux RH qui sont donc en alternance, enfin aux futurs RH. Et c'est ce qui est bien, c'est qu'elle parle énormément de son expérience terrain pour un peu aussi que ces jeunes soient peut-être un peu plus armés à la réalité des entreprises parce que la réalité, elle est avant tout économique, avant toute chose. Oui, oui, ça c'est une réalité, mais je pense qu'on nous n'en parle jamais suffisamment des réalités économiques. D'ailleurs même, je pense qu'on n'en parle pas du tout aux salariés, tu vois? C'est pour ça Mmh. que, bon, souvent je me dis que l'image de l'entreprise, elle est très, faussée puisque, elle est axée sur, la productivité la plupart du temps et la productivité égale aussi gagner de l'argent et c'est Oui, normal, pour une entreprise de vouloir gagner de l'argent, elle doit payer ses salariés et si elle veut investir, bah, il faut gagner de l'argent. Mais exactement. c'est pas forcément quelque chose qu'on te présente comme ça et que ça soit du côté RH ou du côté salarié, il y a un moment où ça coince souvent quand c'est pas bien expliqué et je pense que, où ça coince vraiment chez les RH et où ça peut vraiment, te donner envie de partir ou tout simplement de baisser un peu les bras, c'est vraiment quand tu comprends que, au final, tout ce que tu t'es imaginé pouvoir appliquer, parce qu'on a des objectifs, hein, tous annuels, bah, tout ce que tu t'es mis comme objectif, parce que tu as envie d'aller vers ça, bah, peut-être que tu en feras qu'un tiers, tu vois? Et que ça va C'est ça. être, et qu'en plus tu vas en faire qu'un tiers et au fond, même si ta direction, elle le sait, bah, peut-être qu'on te fera aussi des reproches sur ce que tu as pas forcément pu mettre en place et je pense que ça peut être, hyper compliqué aussi à ces moments-là. Oui, sans parler, bah, de tout le quotidien, des urgences à gérer, des imprévus. Moi, je sais que j'ai échangé, avec une RH, fin janvier. Elle me disait qu'elle était interrompue jusqu'à 50 de son temps par, les salariés, les managers. En fait, c'était la première porte d'entrée, dans l'entreprise. C'était: «Tu as une question? Bah, tu vas voir la RH et puis après elle va dispatcher, quoi». Ah mais souvent, mais je pense que c'est encore beaucoup le cas. Nous, on a une chance d'être en entreprise libérée, mais mes jours de présentiel, je peux pas vraiment être productif puisque Mmh. je suis là et je l'accepte aussi pour, écouter, entendre les gens, prendre la température, sur comment vont les gens, l'ambiance. Est-ce que parfois c'est plus morose, parfois c'est plus animé? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout le monde va bien? Et oui, tu es interrompu, constamment et après les jours alors ça c pour ceux qui ont du télétravail, les jours de télétravail, bah, c'est là où tu vas travailler 2 fois plus parce que, bah, tu as du retard en fait sur ton C'est programme, ça. voilà et je pense que tout ça, bah, c'est pas toujours facile à gérer. Sophie, elle nous dit: «Non, non, c'était pas une question, j'ai été DRH pendant 15 ans et c'est du Oui. vécu». Oui, alors Sophie, on est d'accord avec toi, hein. On avait compris que c'était du vécu et tu l'exprimes d'ailleurs très bien. Merci pour ces retours. Elle nous dit aussi, Sophie, que les RH sont insuffisamment formés la plupart du temps, pas sur ces aspects-là de relationnel, de terrain, de posture, de système nerveux à réguler, de prendre soin de soi. Mais je pense qu'on ne cherche pas à savoir si les RH vont bien ou pas. Moi, Mmh. on me demande si je vais bien, gentiment, hein, j'en suis très convaincue, mais c'est plus une formule de politesse que de savoir si vraiment comment je vais bien et comme de toute façon tu as pas d'exécutoire, puisqu'à qui tu veux raconter tout ça? Et Mmh. bah, tu gardes jusqu'au moment où tu peux plus garder. Ouais, puis la RH, c'est aussi la posture neutre de l'entreprise. Oui, alors la C'est la figure. neutralité, moi j'ai des vraies interrogations sur la neutralité, même si, évidemment c'est ce qu'on doit être. Est-ce qu'on peut réellement être neutre en partant du principe qu'on est tous constitués d'émotions, d'idées, de pensées, de biais, de tout ce que tu veux et que parfois, bah, les choses peuvent venir se heurter très frontalement et violemment à nous aussi. Oui, Alors j'ai oui. des interrogations comme ça moi, tu vois? Non, non, mais c'est sûr, mais la croyance, c'est que la RH doit être voilà, la figure neutre, forte, solide, qui montre pas forcément, tout enfin, c'est l'image qu'on en a dans l'entreprise, quoi. Mmh. C'est un peu compliqué. Qui doit être Alors impartiale. comment on fait? Du coup, on va aller sur la partie 2. Comment on fait, pour garder une certaine forme de loyauté, quand on décide finalement de rester dans l'entreprise où ça va pas très bien pour nous? Comment on arrive à faire des compromis avec nos conflits intérieurs? Ça, pour moi, c'est, pas toujours facile, quel que soit le nombre d'années d'expérience et les situations diverses dans lesquelles on se trouve. Hem, du coup, j'avais envie de te poser la question suivante. Quels dilemmes, reviennent le plus souvent chez les RH que tu accompagnes aujourd'hui?
Ouais, alors on a déjà peut-être un petit peu amorcé la réponse. Je pense qu'il y a vraiment le syndrome de la bonne élève. C'est-à-dire que les RH, elles veulent répondre aux attentes de l'entreprise tout en restant humaines et elles veulent être bien vues par les salariés. Or, parfois, les attentes, elles sont complètement contradictoires et ça va les mettre, elles vont se suradapter en permanence, en fait. Donc, il y a une dualité entre le fait d'être humaine et d'être solide. Et ça peut créer une vraie une culpabilité de l'isolement, de l'épuisement. Et comment on travaille ça finalement? Qu'est-ce que toi tu conseilles, dans tes accompagnements sans trop dévoiler? Puisque le tout c'est de prendre rendez-vous avec toi, c'est encore plus simple. Mais qu'est-ce que quand tu es face à ça, qui doit être finalement assez récurrent, qu'est-ce que tu conseilles? Qu'est-ce que tu peux donner comme petit conseil là pour essayer de retrouver un peu de souffle, de sérénité par rapport à ça? Je dirais que ce qui est important, c'est de réussir, d'arriver à identifier justement, vraiment où sont nos limites, où sont les frontières, qu'est-ce qui ne dépend vraiment que de nous, qu'est-ce qui va dépendre, des managers, de la direction et qu'est-ce qui ne nous appartient pas. Parce que, on peut pas tout n'est pas, les RH n'ont pas à tout porter, pardon. Et c'est souvent aussi ce qu'elles ressentent. Euh, c'est normal, elles s'occupent de l'humain, elles doivent être là pour les conflits, la paye, la législation, et ce sont des choses hyper importantes pour la QVCT, voilà, pour plein de sujets, et elles ont l'impression que tout repose sur leurs épaules. Donc, c'est important de faire un peu le tri dans tout ça et de voir réellement ce qui dépend de la fonction RH, ce qui dépend de nous et ce qui dépend d'autres fonctions. Qu'est-ce qui sort de notre périmètre? Mais c'est une très bonne, idée. L'année dernière, comme je te l'ai dit, moi, je me suis fait coacher, donc coucou Marine, si tu passes par là et moi, j'étais, un peu très en colère, parce que, j'avais une vision et puis bon, parce qu'aussi c'est mon caractère, mais j'avais une vision, j'avais envie d'aller vers cette vision et j'avais toujours l'impression que, j'avais que des bâtons dans les roues, en fait et ce qui m'a beaucoup aidée et ça rejoint ce que tu dis, c'est d'entendre ma coach me dire: «Mais il y a un moment, c'est pas ton entreprise», tu vois? Parce qu'on est très investi dans nos entreprises. Oui, Alors, on le sait implicitement que ce ne sont pas nos entreprises, mais on a une posture tellement centrale aussi et tellement de pivot entre, la direction et du coup les employés que parfois, je pense que moi parfois j'ai oublié que ce n'était pas mon entreprise et ce qui m'a fait du bien, c'est d'arriver à prendre de la hauteur en me disant: «Voilà, il y a des décisions qui sont prises, qui ne correspondent pas à ce que moi je ferais», tu vois? Ou ce oui. que moi j'aimerais faire, mais si ça convient finalement à la direction, si c'est quelque chose qui fait du bien à l'entreprise et ben, c'est OK. Bon, je Ouais. t'avoue que ça a pas été facile au début, hein, le Non, c'est pas facile. de me dire que c'était OK comme ça. J'ai dû beaucoup me le répéter, mais avec le recul et c'est pour ça que je trouve que le coaching finalement quand, tu arrives à des limites, tu vois? Et tu arrives plus à les dépasser, c'est plutôt utile. C'est, heu, c'est d'avoir réussi avec le temps à me dire: «Bah, voilà, il y a des choses qui correspondront jamais à ce que moi j'ai envie de faire, pour lesquelles même, je préconiserais même pas de faire ça, mais elles se font quand même et voilà, je dois accepter ça, c'est OK» et ça m'a retiré de la pression, tu vois? Ça m'a libéré de Oui, l'espace d'esprit pour aller vers autre chose. et quelque part se dire que, les RH restent aussi des salariés comme les autres. Oui, c'est ça, mais ça m'a aidé à me dire: «Bah, voilà, bon, OK, bah, ça j'accepte» et puis finalement, est-ce que mon énergie, l'énergie que je mettais à finalement, me dire: «Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, je suis pas Mmh. d'accord», est-ce que c'était cette énergie-là qui était, un peu négative, hein, au final, je la prends pas pour la mettre sur autre chose et en Mmh. faisant ça, je dis pas que c'est facile, hein, et je dis pas qu'on fait ça en claquant des doigts des jours au lendemain. C'est aussi, comme le dit Sophie, ça demande un travail en profondeur sur soi-même. D'où l'intérêt de se faire accompagner souvent, hein, parce que, moi, j'ai jamais eu toutes les clés dans ma tête. J'ai des clés, pas toutes. Parfois je bloque et quand on sent qu'on bloque et qu'on n'avance plus, c'est peut-être là que le questionnement sur l'accompagnement doit se faire. Mais ça m'a vraiment permis de prendre du recul et parfois juste ça, ça t'aide à souffler même dans ta tête, en fait. Mais oui, mais c'est ça, et comme tu le dis, c'est là aussi tout l'intérêt d'être accompagné. C'est, à travers le questionnement que va proposer le coach, il va te permettre d'aller trouver en toi tes réponses, de cheminer et voilà, déjà, ne serait-ce que prendre du recul et sortir de ce mode, pilote automatique. Rien que ça, des fois, ça suffit à ce que le ciel s'éclaircisse de nouveau, en fait, et y revoir un peu plus clair. Tiens, moi, j'ai une question que j'avais envie de te poser qui me vient, que je t'ai pas posée en amont, mais je te la pose. Est-ce que toi,
tu conseilles aux RH qui sentent qu'elles sont au bout dans leur entreprise, d'ouvrir un espace de parole avec leur boss ou avec la direction ou avec les gens qui les accompagnent. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ou est-ce que tu penses qu'il faut mieux passer par un accompagnement extérieur avant de pouvoir aborder au final ces questions-là? Parce que ça me semble important de pouvoir le dire aussi en entreprise. Alors, je suis d'accord avec toi, mais je dirais que dans 90% des cas, elles ont pas forcément envie d'en parler avec les gens de l'entreprise. Ok. Parce que souvent, justement, bah, c'est l'environnement qui fait qu'aujourd'hui, la situation, elle est telle qu'elle est, que la situation, voilà, qu'elles sont en suradaptation, etc. Euh, et en revanche, moi, ce que je les incite beaucoup à faire, c'est d'échanger entre pairs. Ça, oui, parce Mmh. que c'est important de se rendre compte qu'on n'est pas seul. Et puis, c'est important qu'elles puissent aussi se donner des conseils, qu'elles partagent leur vécu. Mais c'est pas auprès de l'entreprise qu'elles vont chercher où elles vont chercher le dialogue en premier, non. Ok. Alors moi, je t'avoue que c'est vrai, j'ai pas cherché le dialogue dans un premier temps avec Là, l'entreprise, tu vois. mais non, mais c'est pour ça que je te pose la question, pour que ça soit Ouais. toi qui le dises. Mais honnêtement, après avoir été coachée, ça m'a permis de pouvoir quand même aborder ces sujets en toute Ouais. sérénité. Je me suis sentie hyper calme finalement pour en Mmh. parler, plus dans l'émotionnel, mais dans le Ouais, factuel. Et exactement. une fois que je l'ai dit, je me suis sentie libérée, comme si C'est ça. j'avais déposé un peu, tu vois, un poids en disant: «Bah, voilà, moi, il y a tout ça à l'intérieur de moi, c'est pas des choses qui ne dépendent que de moi et j'ai envie de te le partager pour que tu prennes un peu de ça aussi». Mais c'est ça, c'est que tu as fait le travail en fait avec ta coach, tu as pris du recul, tu as travaillé sur toi, tu as vu ce qui se jouait en toi et tu as aussi adapté ton discours justement pour pas être trop dans le ressenti. Tu as posé les choses de façon factuelle pour pouvoir dire les choses à ta direction. C'est ça et ça m'a libérée et tu vois, Mmh. j'avais plus du tout, l'idée, je sais pas si ça peut aider, mais je témoigne du coup, de ce que moi j'ai vécu. Ça m'a libérée aussi de l'idée que ça pouvait être un problème que je dise quelque chose ou pas. Est-ce que ça allait impacter finalement, ma place dans la société et tout? J'avais même plus ça dans la tête. J'avais, le sentiment d'avoir, dit aussi des choses qui étaient importantes à dire, et qui étaient essentielles pour qu'on continue, aussi à travailler dans ce côté collaboratif où on partage pas que le professionnel, tu vois? Ouais, mais c'est super important de pouvoir parler, hein, malgré tout. Je dis pas qu'il faut pas parler à sa direction, mais c'est important de savoir le faire parce que l'idée c'est de pas être en frontal, Mmh. c'est que ce soit constructif et c'est de travailler son discours effectivement, bah, pour communiquer de façon assertive, en fait. Ouais. Robin nous pose une super question qui me semble très intéressante. Qu'est-ce que l'on peut dire ou faire pour soutenir un ou une RH dans cette situation difficile? Alors, c'est une super question parce que je pense que dans l'entreprise, quand on est proche aussi des gens avec lesquels on travaille, je pense qu'il y a des gens qui sentent que ça va pas toujours très bien et qui ont envie peut-être d'apporter de l'aide, en toute Mmh. sincérité. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner quelqu'un? Et même un manager, de RH, tu vois, au-dessus, qui sentirait qu'il y a une difficulté, qui comprendrait pas forcément la teneur de la difficulté, qu'est-ce qu'il peut mettre en place? Bah, dans tous les cas, faut parler, enfin, faut en parler, faut pas effectivement, faut tendre la main. Après, la question me fait un peu penser à ce qu'on aborde, enfin, moi, j'ai fait la formation, pour être secouriste en santé mentale. Oui, Ça me super. fait un peu penser à ça, c'est que quand on voit que quelqu'un va pas bien en général dans l'entreprise, bah, c'est d'aller lui tendre la main et lui dire: «Mais comment ça va vraiment? En ce moment, je te sens un peu tendu» et cetera. Et après, c'est oui, lui proposer un échange, lui proposer de parler souvent en dehors, du cadre de l'entreprise, choisir un moment qui est adéquat. Et puis après, même si nous, on n'est pas la bonne personne, bah, parce qu'on fait partie de l'entreprise et que la RH a une certaine, enfin, on peut pas forcément tout dévoiler, c'est de dire aussi quelles sont les autres solutions qui existent, à qui elle peut aller parler. Effectivement, elle peut en parler à ses pairs, elle peut aller voir des professionnels, elle peut en parler à son médecin s'il y a vraiment quelque chose qui va pas bien, qu'elle sent qu'il y a des signes d'épuisement. Mais il faut être à l'écoute de son corps et de ses ressentis pour justement essayer de se reprendre en main avant de se prendre le mur du burn-out aussi, je dirais.
Oui, parce qu'en fait, on peut, éviter un burn-out. C'est vrai quand on a des gens qui sont conscients autour de nous. Alors, tu vois, moi, je faisais mes entretiens, là, je suis dans ma phase d'entretien, annuel et on discutait justement de l'accompagnement RH. Alors, je prends cette petite anecdote aussi pour te poser une autre question derrière. Et j'avais un de mes consultants qui me disait que ce qu'il appréciait chez nous, c'était le fait qu'on soit à l'écoute sans jugement parce que parfois, il a eu des moments dans sa carrière où il allait pas très bien pour X ou Y raison. Mais ça, tu vois, ça peut être aussi un RH. Et que il avait eu des gens qui lui avaient tendu la main, mais ça s'était vite transformé en oui, mais du coup, tes problèmes impactent ta productivité. Comment on va faire? C'est compliqué. Il faut que tu te ressaisisses. Et bah, du coup, quand on veut tendre la main à quelqu'un, peut-être que ça serait bien de pas, parce que c'est pas de la faute des gens, mais c'est logique aussi quand il y a une certaine forme de structure pyramidale d'autorité, de, de tout de suite aborder le fait que, bah oui, peut-être que sur la productivité, ça a un impact en fait. Comment on fait pour essayer de pas retomber là dans ces classiques de productivité? Qu'est-ce qu'on Bah, peut dire? Je dis ça parce que des fois, quand on tend la main, on pense faire une bonne action et puis au final, ce qui est dit et ce qui est proposé, c'est pas forcément la bonne solution en fait. ouais, bah, je dirais que tout l'enjeu, c'est de travailler sa posture, c'est de savoir effectivement jusqu'où on peut aller quand on tend la main, où on doit s'arrêter pour pas se faire grignoter et pour pas que la relation justement qu'il y ait une forme d'emprise entre guillemets qui se crée en fait. Il faut malgré tout rester professionnel et que ça serve, euh, je dirais, enfin, faut que ce soit constructif à la fois pour le salarié et pour l'entreprise. Et du côté employeur, je dirais qu'il ne faut pas aussi oublier qu'il faut quand même être à l'écoute pour justement fidéliser, motiver ses salariés et ça sera bénéfique pour la performance de l'entreprise. Mais c'est vrai qu'il Bien faut sûr, oui. trouver le juste milieu et ça se fait en posant ses limites, hein, que ce soit enfin, à la personne qui va recevoir justement, souvent la RH, la personne qui va être à l'écoute justement des salariés, ça va être aussi à elle de poser ses limites, d'écouter et derrière de faire en sorte quand même que bah, il faut rester motivé, que voilà, être positif et essayer d'apporter des solutions, à voir aussi avec l'employeur ce qu'il est possible de faire. Mmh. Tu vois, donc on est quand même un peu obligé d'en parler quand on va pas trop bien, sans trop en dire, mais Ouais, quand ça se voit surtout, parce que bah je pense que quand on connaît bien les gens, on voit bien quand ils vont plus ou moins bien. C'est difficile de cacher, d'être strictement factuel et de cacher un malaise. Moi, je pense qu'on est des humains, on peut pas tout prendre sur nous, tout le temps, en fait. Donc, oui, mais tu vois, et ça, c'est vrai que ça fait partie d'un des dilemmes des RH aussi, parce qu'elles sont tiraillées entre le fait d'être proches des salariés, où elles sont confidentes, et puis de rester, enfin, de représenter l'entreprise et la direction. Donc, elles vont entendre les souffrances, elles vont pas forcément pouvoir agir, et ça crée un conflit de loyauté, souvent, qui est très douloureux. oui, mais je suis assez d'accord avec toi et du coup, quand on arrive à ces extrêmes où là, vraiment, on est en souffrance, sur quoi on se culpabilise le plus en tant que RH, selon toi? Bah, déjà, elles vont culpabiliser sur le fait d'en faire beaucoup. C'est-à-dire que, enfin, elles savent qu'elles doivent être disponibles, engagées, irréprochables. Et puis du coup, ça va les inciter à en faire toujours plus, plus d'écoute, plus de disponibilité. Elles vont se sentir responsables de tout. Et du coup, même quand elles vont se sentir épuisées, elles vont quand même avoir l'impression de ne pas en faire assez. En fait, c'est, elles vont culpabiliser d'en faire trop et de ne pas en faire assez en même temps. C'est, euh, c'est comme ça, elles ont cette croyance tu dois tenir, tu as choisi ce métier par passion, tu sais que c'est difficile, donc voilà, tu l'as choisi malgré tout, là faut que tu tiennes quoi. Donc elles vont culpabiliser d'être humaines euh, dans ce rôle en fait où elles pensent devoir incarner un personnage solide, stable et un peu indestructible quelque part. Tiens, moi, je voulais te faire un petit lien. En ce moment, j'aime bien vous raconter un peu ma vie. En ce moment, je regarde la série The Pitt, donc sur Prime Video, et c'est l'histoire assez réaliste d'ailleurs d'un médecin chef aux urgences, en fait. Donc le sujet est pas nouveau, mais la façon de l'aborder l'est un peu. Et bah, des fois, il pleure.
tu vois? Ils pleurent parce que, bah, c'est dur en fait, c'est dur de voir des gens mourir, c'est dur de pas sauver des gens, c'est dur de pas pouvoir accompagner des gens et en regardant cette série, j'ai trouvé que ça faisait un juste parallèle, Mmh. heu, avec aussi le rôle, qu'ont les RH parce que, bah, moi aussi des fois j'ai envie de pleurer, des fois je trouve ça injuste, des fois je sais pas ce que j'aurais envie de faire, des fois j'ai pas envie de faire exactement ce que ma direction me dit de faire parce que, je les aime beaucoup, mais je crois pas que ça soit la bonne façon de faire les choses, tu vois? Et je trouve que c'est ça qui est difficile et qui, en tout cas pour moi, qui, parfois provoque des dilemmes chez moi, tu vois? Des interrogations intérieures, des fluctuations aussi de: «Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait pas? Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce que moi j'ai envie de faire ça comme ça au final et est-ce que ça continue à parler à mes valeurs?» en fait. Ouais, carrément et c'est ça aussi, c'est un peu ce qu'elles apprennent dans le rôle de la bonne RH, c'est qu'il faut être forte, faut encaisser, le métier est exigeant, mais c'est aussi un métier passion, donc faut accepter les sacrifices, faut être la bonne élève, la bonne RH, faut pas forcément montrer ses doutes et du coup, tout ça, toutes ces croyances, bah, ça fabrique des professionnels qui sont engagés, hyper compétentes, mais qui en viennent à s'oublier. Oui, c'est ça, hein, c'est le plus dur, hein, oui. Et au départ, ce qui était une force, donc l'engagement, la disponibilité, la loyauté, bah, ça devient un piège en fait parce qu'il y a plus de limites, il y a plus de frontières et il y a plus d'espace pour soi. Et du coup, à quel moment parce que ça, je pense que c'est une vraie question qu'on se pose et dites-le nous, hein, si vous aussi vous vous l'êtes posée. En tous les cas, moi, c'est une question que je me suis posée. À quel moment on comprend que rester loyal peut parfois coûter cher, peut parfois atteindre ton intégrité, peut parfois bousculer finalement la personne que tu es? Bah, je pense que c'est justement quand on comprend, et quand on doit appliquer des décisions qui correspondent plus à nos valeurs et quand on se surprend à dire: «Bah, c'est comme ça», quelque part, on a signé, on a enfin, on démissionne intérieurement, on continue à être là, mais on s'est un peu retiré émotionnellement de notre job et c'est souvent un déclic fort parce que on ne peut pas renier ses valeurs longtemps sans se perdre soi-même. La On peut trop loyauté, dire ça, c'est ouais. ouais, la loyauté, c'est une valeur qui est hyper importante chez les RH, mais quand elles réalisent que cette loyauté est tellement forte qu'il y a un renoncement en fait de soi, là souvent ça fonctionne plus et il y a de l'épuisement, il y a une perte de sens, qui peut même conduire, au burn-out. Et là, toi qui dis toujours que la solution, c'est pas forcément de changer d'entreprise, est-ce que là, tu dirais que oui, il faut changer d'entreprise? Alors, je dirais que ça peut être une solution, mais qu'avant d'envisager de changer d'entreprise, eh ben, il faut commencer par, se poser des questions, sur soi. Mmh. Donc c'est se reconnecter à soi, qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce que je veux dans mon quotidien? Qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que je n'accepte pas? C'est aussi, travailler, sa posture, et sa confiance, et poser ses limites, oser dire non, se reconnecter aussi avec, toute la fierté d'être RH. Ça, c'est un travail important et une fois que la posture est plus claire, que le cadre est plus clair, là, on peut, être amené à choisir consciemment si la solution, c'est de quitter l'entreprise, c'est de changer d'environnement ou même d'aller se reconvertir. Ouais, c'est vrai. Alexandra Hamda, tu sais, quand on avait fait le live sur Mmh. «Est-ce que les RH sont encore crédibles?», elle disait une chose que je trouvais très juste et en tous les cas qui lui était propre aussi. Elle disait: «Quand on n'est plus aligné avec ses propres valeurs et que ça devient une grosse souffrance, faut mieux partir», en fait. Elle, c'était sa vision. Après, je suis d'accord avec le fait que parfois ça peut être aussi passager, que c'est pas toujours forcément alors, de mon vécu, hein, c'est pas toujours forcément qu'une histoire de valeurs. C'est aussi une histoire de positionnement, je pense. Et on n'a Oui, pas toujours le même positionnement. Ce que j'ai compris moi avec, l'exercice de cette fonction et l'âge, c'est que, on a chacun des rôles dans l'entreprise, tu vois? Nous, on a mmh, le rôle de coordinateur entre la direction et les salariés et un rôle social et humain, même si certains, rejettent un peu ce rôle social. Un chef d'entreprise, lui, il a un rôle, de direction et un rôle financier. Forcément, parfois, ça se rencontre pas. Les réalités qu'on vit oui, et les réalités de l'entreprise, elles peuvent pas se rencontrer ou elles se rencontrent difficilement. Moi, ce qui m'a aidée aussi, c'est de prendre conscience de ça, tu vois? De me dire, «OK, complètement, ouais.
entre le rôle humain et social que moi je veux mettre en place, l'accompagnement, les formations, tout ce que tu veux, et la réalité aussi économique d'une entreprise, c'est pas toujours la même chose. Et j'ai compris aussi que, j'ai entre guillemets, j'ai rien à pardonner, mais j'ai envie de le dire comme ça. J'ai pardonné le fait que parfois les dirigeants, ils pouvaient pas être en adéquation avec, les valeurs humaines que moi j'avais développées, tu vois? Parce que, même si, individuellement, hors contexte, ils seraient d'accord, pour le bien de leur entreprise ou dans le cadre de l'entreprise, c'était pas possible, en fait. Ouais, carrément. Puis bon, encore une fois, il y a cette dualité que c'est que l'entreprise, avant toute chose, elle est là pour faire du business, pour faire des sous. Et voilà, même si ça passe grandement par l'humain, euh, on n'a pas les mêmes priorités. Oui, mais c'est ça, et je pense que, on le dit pas suffisamment assez. C'est pas du tout pour défendre, les patrons et la direction, c'est juste que Non, j'essaye de me mettre à leur place aussi, tu vois? De me mais, dire, mais, tu as, mais tu as parfois, raison. ouais, parfois c'est pas facile. Parfois même, la personne individuellement, elle est d'accord avec toi. Bien sûr que dans l'absolu, c'est ce qu'il faudrait faire, mais est-ce qu'on peut le faire? Non. Est-ce que si on le fait, ça met l'entreprise en danger? Oui, parfois, tu vois? Et Mhm. ça, et le plus difficile au final, c'est pas tant d'entendre ça, même si c'est douloureux, c'est de restituer ça aux équipes. Comment on restitue ça aux équipes? Parfois, ça peut aussi être difficile, tu vois, d'expliquer des réalités à des gens qui sont pas du tout alignés aux réalités de ce que c'est que de gérer une entreprise tout court, en fait. Ouais, exactement. Alors, quelqu'un nous dit, les RH sont des chefs d'orchestre et je pense qu'il ne faut pas oublier que la fonction RH, ou à tout le moins, la responsabilité RH est partagée, que ce soit par la direction ou les managers. Les RH ne sont pas les seuls à porter la responsabilité de l'humain dans l'entreprise. Sensibiliser au RPS et proposer des coachings aux managers peuvent être des solutions. L'acceptation et la mise en œuvre est plus difficile. Merci, avec un petit smiley. C'est vrai. Non, Qu'est-ce que tu en mais c'est penses? vrai. Mais carrément, et souvent, c'est un sujet qui revient lorsque j'échange avec des RH, c'est que parmi les sollicitations qui vont un peu polluer entre guillemets leur emploi du temps, il y a toutes ces questions de management ou de managers qui ne prennent pas leur poste à bras le corps parce qu'aussi à leur décharge ils n'ont pas forcément été formés pour. On peut être promu manager parce qu'on est très bon techniquement dans son domaine, mais les compétences managériales c'est autre chose. C'est pas inné chez tout le monde et c'est aussi quelque chose effectivement qui se travaille, qui s'acquiert. Et souvent les RH, elles interviennent pour pallier à ce manque de compétences des managers. Et il y a aussi un autre sujet qui revient beaucoup, c'est que en ce moment, il y a beaucoup de sujets de harcèlement. Enfin, tout le monde a peur de dire quoi que ce soit. Donc les managers, ils vont aller se décharger sur les RH parce qu'ils vont avoir peur de faire quelque chose de travers et que derrière, ça puisse être préjudiciable. Ah bon, on vit Donc, pas dans une société, où il fait bon vivre, hein, aujourd'hui. Tout s'est resserré, l'argent est une, difficulté un peu partout. On voit bien que les recrutements, sont, resserrés aussi, donc forcément, tout le monde a peur de faire des erreurs. Je pense que c'est logique et humain. Mais moi, je voulais revenir sur la notion de responsabilité. Je suis d'accord sur le principe que la responsabilité, elle est pas centralisée sur les RH et que normalement, dans des entreprises qui vont bien, la responsabilité, elle est commune. En fait, c'est une interaction sur la responsabilité. Mais dans la réalité, des gens qui vont pas bien, et même dans la réalité tout court d'un métier de RH, moi je trouve, et arrêtez-moi hein, si vous n'êtes pas d'accord, et donnez-moi votre avis, et toi aussi Elisabeth, je trouve qu'au final, la responsabilité, même si on sait à l'initiale qu'elle doit être partagée, elle retombe quand même beaucoup sur les RH. Parce que quand les choses ne fonctionnent pas, quand les choses mises en application n'ont pas donné les résultats attendus, on va pas aller taper forcément sur tous les managers ou tous les acteurs de non. la responsabilité. On va d'abord décharger finalement l'insatisfaction des choses sur les RH. Donc les RH, elles ont l'impression, je pense, peut-être à tort, mais elles ont l'impression de porter beaucoup de responsabilités. Alors, je suis entièrement d'accord. Et je vais peut-être parler de mon expérience Et oui, en tant avec plaisir. qu'ancienne communicante. Moi, je dirais que c'est peut-être un sujet de la fonction support, ça. Parce que moi, quand j'étais dans la communication, c'était tout et n'importe quoi. Donc, ça allait jusqu'au panneau de signalisation. Ça, c'est de la com, donc c'est à toi de faire sur sur un lieu qui recevait du public. Donc, en fait, il y a effectivement, je pense que quand on est fonction support et que du coup, on fait pas de chiffres, on n'est pas dans le business pur et dur, il y a plein de choses qui rentrent dans notre scope, dans notre périmètre. Et bon, quand on est RH, bien sûr, ça touche d'autres enjeux.
Mais oui, elles portent énormément sur leurs épaules et elles prennent elles-mêmes hein, cette responsabilité sans forcément qu'on insiste beaucoup parce que, comme je disais tout à l'heure, elles sont responsables de l'humain. Hein. Donc, il y a la prévention des risques, le climat social, les tensions, et puis ne serait-ce que le cadre réglementaire, la paye. Donc, pour elles, quand ça va mal, c'est sur leurs épaules que ça pèse. Quand ça va pas, c'est qu'elles n'en ont pas fait assez, qu'elles n'ont pas assez influencé, pas assez convaincu. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Merci. Donc, du coup, le même. Alors, j'ai pas le prénom, désolé. Alors, la même personne me répond: je suis d'accord avec toi, Isabelle, la responsabilité retombe très souvent sur nous. Moi, je voulais dire que dans le cadre de ce que je fais, j'ai bien conscience que je ne suis pas seule responsable de l'entièreté des choses. Ça, j'en ai vraiment conscience. Mais quand quelque chose ne fonctionne pas bien et qu'on discute, même de façon un peu inconsciente, de la responsabilité, je trouve que j'ai pas la légitimité pour dire: «Oui, mais alors attendez, moi j'étais pas la seule responsable, il y avait machin et puis truc». Tu vois? Pour moi, alors peut-être que je me trompe, hein, mais pour moi, c'est pas ce qu'on attend de moi dans mon rôle. On n'attend pas que je me défausse sur les autres de la responsabilité. On attend quand même beaucoup que j'ai la maturité de Oui. porter la responsabilité globale sur mes épaules et au final de trouver une solution. C'est l'un des enjeux et une des difficultés du métier, c'est que les RH portent l'humain, mais elles n'ont pas forcément non plus le pouvoir d'agir sur tout le système. Et c'est là que c'est compliqué à terme et que c'est important justement aussi d'avoir la posture, de savoir prendre du recul sur les choses, parce que sinon on se fait vite happer par le système et Moi, je on... t'avoue que ça me rend pas toujours de bonne humeur, ce truc-là. Ah non? Je me dis: «C'est quand même fou» et ça, j'en ai discuté, récemment avec mon boss. Je lui ai dit: «Mais c'est quand même toujours les mêmes qui doivent prendre sur eux. C'est toujours» alors lui, il prend sur lui, hein, moi, je dois prendre sur moi. «C'est toujours les mêmes qui doivent faire». Alors peut-être que ça vous semblait immature que je pense comme ça, mais j'accentue un peu le trait pour dire que je pense que je suis pas la seule à penser comme ça, tu vois? Ou des fois, je me dis: «C'est quand même injuste, c'est injuste. Moi, je peux pas être responsable de tout, je fais du mieux que je peux» et puis, heu je trouve que c'est toujours un peu au RH de composer avec ça, tu vois? Moi, des fois, j'ai pas envie de composer avec ça. Moi, ça me fatigue des fois. Des fois, je me sens même parfois pas du tout responsable de quelque chose qui arrive et pourtant, c'est vers moi que ça revient, c'est vers moi que repose une amélioration, c'est vers moi que repose, le fait de trouver des solutions, même si même avec la meilleure bienveillance du monde, hein. Enfin, moi, je trouve que c'est aussi ça qui un peu étouffe Ouais, la profession. et c'est pour ça que c'est important de pouvoir en parler. C'est important de pouvoir parler de cette charge émotionnelle parce que quand on la garde pour soi, il y a un moment où ça devient lourd à gérer et c'est lourd de tout porter seul. Ouais, mais même moi, tu vois, si je vais bien dans mon poste et j'adore ce que je fais, bah, j'avoue qu'il y a des fois, les soirs, je rentre chez moi et je suis là, je suis mise grognon, tu vois? Je dis: «Oui, mais c'était pas de ma faute» et puis je vois pas pourquoi c'est toujours moi qui dois composer. Parce que, bah, moi aussi je suis humaine et que, bah, comme tout le monde, bah, j'ai des jours avec et des jours sans et puis j'ai pas des solutions pour tout. Parfois, j'ai l'impression aussi qu'on pense que le pôle RH, c'est le pôle qui va avoir des solutions pour tout. Tu vois? C'est de sa faute, mais il faut qu'il ait des solutions pour tout et je trouve que c'est dommage de penser le métier comme ça. Et c'est aussi ça qui met beaucoup, beaucoup d'injonctions aussi sur le métier. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'espoir de la part des salariés. Je pense qu'il y a des raccourcis qui sont faits. Hein. Enfin, la RH, elle porte les décisions de la direction, elle véhicule le message de la direction, mais parfois les salariés vont pas aller voir justement que la RH, elle ne fait que véhiculer. Des fois, voilà, elle n'est pas non plus en accord, en adéquation. Et oui, les raccourcis, c'est que ouais, les RH sont là pour l'humain, donc elles vont nous trouver des solutions. C'est pas si facile que ça. Moi, dans mon entourage, on m'a donné un petit surnom que je trouve très chouette, alors je vous le partage, peut-être que vous vous reconnaîtrez là-dedans. Moi, on m'appelle le solvant universel, tu vois? Parce que dois trouver des solutions pour tout et n'importe quoi. Heu, J'aimerais bien revenir sur le ressenti parce que ça, je pense que tu le vois beaucoup aussi dans tes accompagnements. Qu'est-ce qui revient le plus souvent dans les mots des RH que tu accompagnes? Tu vois, moi, des fois, je disais, moi, des fois, je suis un peu en colère, mais ça est-ce que c'est la colère, la tristesse, l'épuisement? C'est quoi? Qu'est-ce que tu entends le plus souvent finalement? Alors, je pense que il y a de l'épuisement et aussi de la résignation. Je Ah pense qu'au non, je démarrage, déteste ce mot, la résignation. au début, je pense qu'il y a un peu de colère. Quand justement, elles se rendent compte des incohérences, des injustices ou des décisions absurdes. Puis après, certaines ont de la tristesse parce qu'elles se rendent compte qu'elles ne peuvent pas tout changer, qu'elles sont prises dans un système qui dépasse un peu leur pouvoir d'action. C'est un peu comme la courbe du deuil en fait. Après, l'étape qui vient, ça va être
l'épuisement, le désengagement intérieur pardon, et parfois même le burn-out. Faut pas oublier que les RH, elles sont dans le top 3 des fonctions les plus touchées par le burn-out C'est en triste en entreprise. fait, ouais. Ouais, et en fait, l'épuisement, c'est pas seulement de la fatigue, heu, c'est la fatigue d'un conflit intérieur permanent entre les valeurs, leur rôle et la réalité du système. Mmh, c'est vrai, moi je valide. Mmh. Alors, il nous reste 10 minutes ensemble et après on vous laissera tranquille. J'avais envie de parler de la phase de comment on se relève finalement sans se renier, tu vois? La résignation, c'est vraiment un mot horrible pour moi, mais je peux entendre que parfois se résigner, c'est la Bah, seule solution pour aller bien, tu vois aussi? la résignation avant de se dire: «Il faut que je m'en aille quoi, parce que là ça marche pas». Ouais. Alors, qu'est-ce qui change en premier chez les RH que tu accompagnes, quand elles ou ils recommencent à se sentir légitimes dans ce qu'ils font? Après ton accompagnement merveilleux, qui permet de réfléchir à tout ça. Bah, ce qui change en premier, je dirais que c'est vraiment la posture, intérieure. Parce que quand on s'arrête de s'excuser d'exister, quand on donne son avis, quand on est force de proposition et quand on pose ses limites, et ben, on devient plus stable, on est plus clair sur son rôle, et puis on sait ce qu'on accepte, on sait ce qu'on n'accepte plus. Et du coup, tout de suite, on parle avec plus de justesse, on ose dire non, on ose poser le cadre et on devient une professionnelle plus légitime et on n'est plus cette exécutante invisible qu'on peut être parfois. Bien sûr, bah, bien sûr. Alors, j'avais une petite question, je la reprends, hein. Quelqu'un me dit: «Partager les responsabilités permettrait de soulager les RH». Qu'est-ce que tu en penses? Bah, moi, je pense que dans toute situation, effectivement, il y a une histoire de responsabilité, et qu'on ne peut pas agir sur tout, mais on a la responsabilité d'agir sur notre posture. Mmh. Et donc dans toute relation, bah, c'est une histoire d'équilibre et une histoire de responsabilité. Souvent quand la situation est déséquilibrée, j'ai souvent entendu des RH me parler d'un management toxique, d'une direction toxique, mais en fait, bah, ça vient d'un déséquilibre dans la relation. C'est-à-dire qu'à un moment, on a laissé l'autre prendre l'ascendant et effectivement, c'est de notre responsabilité de reprendre notre posture en main pour que ça se rééquilibre. Mais tu sais, moi, je vois partout où je vais, quel que soit le domaine, je constate quand même que même si on est dans une société moderne avec des dirigeants de plus en plus ouverts aussi à leurs salariés et conscients que, bah, il faut changer aussi, les manières de diriger et de manager, je vois quand même qu'on vit toujours un peu dans la crainte du patron, en fait, tu vois? On est toujours un peu dans cette logique ancienne, hein, du XXe siècle où, bah, c'est le sacro-saint patron, on peut pas dire grand-chose parce que de toute façon, si on dit quelque chose, bah, du coup, on va peut-être se faire virer. On est dans une société où on a besoin de travailler aussi, donc parfois, c'est ça aussi qui t'empêche, même après, que tu aies repris confiance, qui t'empêche de vraiment dire les choses comme tu les entends, en fait. Oui, carrément. Bah, c'est pour ça qu'après effectivement, donc tu peux travailler sur c'est pour ça qu'on commence par travailler sur la posture et sur soi et après on voit si effectivement c'est possible ou non dans l'entreprise, s'il faut changer. Hem, je suis d'accord qu'il y a quand même pas mal d'entreprises où le système est resté un peu, archaïque et patriarcal et où ça peut être compliqué de faire vraiment entendre sa voix. Parce qu'au final, il y a des boîtes où, ben, on s'en fiche que tu ailles bien ou pas. Tu es là pour une tâche donnée et il faut que tu la réalises et si tu la réalises pas, bah, tu es considéré comme pas performant. Alors que, à mon sens, ça n'a aucun rapport avec la performance. Quand on n'est pas bien, on n'est pas bien. On peut pas être performant quand on se sent pas bien intérieurement. Non, puis c'est un cercle vertueux, on l'a dit tout à l'heure, c'est que tu écoutes, tu t'intéresses un peu à tes salariés, tu mets en place des choses et ça fait qu'ils seront plus performants, plus motivés, moins d'arrêts maladie, moins de enfin voilà, Mmh. c'est vraiment, c'est du donnant-donnant. Oui, on est là pour bosser, mais bon, faut aussi qu'on ait, des bonnes conditions, et les résultats seront là par plus de performance, moins d'absence, plus de motivation, plus de fidélisation des talents. Alors là, j'ai une super question aussi. Je me demande si protéger les RH ne permettrait-il pas qu'il y ait de meilleurs RH au final? Finalement, qui gère les RH? Bah, qui gère les RH? Les RH. Les RH, enfin, le rapport de hiérarchie qu'on a la plupart du temps, si on est alors moi, dans ma boîte, mon rapport de hiérarchie direct, c'est mon boss, mon cofondateur. Dans des boîtes un peu plus grandes où il y a des équipes RH plus étendues, j'imagine qu'il y a peut-être des RH, tu vois, il y a des RH, RRH, DRH, mais la relation,
elle est toujours quand même assez directe avec les fondateurs ou les cofondateurs, les patrons, en fait. Il n'y a pas trop d'étapes. Non, et puis dans, je dirais, 98% des cas, une RH n'ira pas dire à son patron que ça ne va pas. Enfin, c'est très Bah, ça va rare. être compliqué en tous les cas. Mm. Alors du coup, j'aimerais que tu nous dises quelle prise de conscience revient le plus souvent chez les personnes qui vont mieux? Qu'est-ce qu'elles ont compris finalement après ce coaching? Qu'est-ce qu'elles te disent qu'elles vont mettre en place ou comment elles se positionnent? Bah déjà, la prise de conscience la plus forte, c'est qu'en fait, elles ont compris qu'elles ont plus de pouvoir qu'elles ne le pensent. C'est-à-dire qu'elles peuvent redevenir actrices de leur vie pro et ne plus subir. De prime abord, beaucoup pensent qu'il faut changer d'entreprise et que ça va tout régler. Alors parfois oui, hein, je dis pas le contraire, mais elles réalisent surtout que si elles changent pas leur posture, bah, elles vont reproduire les mêmes schémas. Et en fait, elles comprennent qu'elles ne contrôlent pas le système, mais qu'elles ont un vrai pouvoir sur leurs frontières, leur posture et leur manière d'influencer. Et ça change déjà profondément leur quotidien, sans forcément avoir à changer de job du coup. Oui, bien sûr, bah, ça peut être un vrai travail à faire. C'est ce qui est transformateur en fait, c'est de changer de posture. Alors, si tu devais, parce qu'on a presque fini, si tu devais transmettre un message en tant que coach professionnel certifié sur voilà, un petit message positif en disant voilà, qu'est-ce que vous pouvez mettre en œuvre pour que ça fonctionne mieux? Qu'est-ce que tu nous dirais, Elisabeth? Bah déjà, j'ai envie de dire que c'est possible de reprendre confiance en soi, que c'est possible de poser ses limites, de dire non et de ne plus porter tout seul. C'est possible d'être davantage respecté, écouté et d'avoir une voix qui porte dans son organisation. On en parlait, la notion de responsabilité, elle est importante et c'est une dynamique en fait qu'il faut composer avec le manager, l'employeur et faut pas laisser notre posture se fragiliser. C'est important de reprendre la responsabilité sur sa posture et de ne pas culpabiliser en fait de ça, parce qu'on peut se redonner du pouvoir. Et quand on fait en fait ce travail-là, de travailler sur soi, on en vient à plus subir son rôle, on l'incarne vraiment. Et en fait, à partir de là, une fois qu'on incarne son rôle, eh ben, on peut vraiment décider en conscience de sa trajectoire professionnelle, de ce que l'on fait. Donc le message, c'est vraiment que oui, on peut se relever sans se renier, sans forcément partir, et vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. C'est bien. Du coup, on fait comment pour prendre rendez-vous avec toi, Elisabeth, si on est au bord du gouffre et qu'on a envie de travailler sur soi? Ben, je mets souvent sur mon profil, il y a un lien pour prendre rendez-vous. Donc le premier rendez-vous, il est sans engagement. Donc on parle de la situation et on voit ce qu'il est possible de faire, hein. Parfois, ça ne sera pas forcément pertinent de faire un coaching derrière, mais souvent je le mets sous mes posts. C'est aussi disponible sur mon profil, le lien pour prendre rendez-vous Eh pour bien, avoir un merci petit diagnostic. Elisabeth Bah, d'avoir été merci mon beaucoup. invitée aujourd'hui. Aujourd'hui, on a essayé d'apporter des réponses, hein. Comme je le dis toujours, il n'y a pas de solution idéale. Moi, je n'ai aucune solution pour aucun sujet. On n'est pas là pour vous apporter des formules magiques et miracles parce qu'on sait que tout est complexe et difficile, que les difficultés qu'on a à un moment donné, elles ne seront pas forcément les mêmes à un autre moment donné, mais on a essayé en tous les cas d'échanger sur ce sujet. C'était super de te recevoir, Alexandra. Merci infiniment. Et je voulais vous rappeler que ce live est sponsorisé. On a un sponsor qui s'appelle Mocha Plus, qui est un produit SaaS. Je fais un peu de publicité, ouais, j'ai le droit. Un produit SaaS destiné à la gestion des petites entreprises pour gérer leur quotidien, pour que les personnes aussi dans l'administratif arrêtent d'être dépassées par plein de tâches qui sont parfois aussi très prenantes. Merci à tous d'avoir été là, d'avoir interagi. Il y avait plein de commentaires super intéressants. Pour tous ceux qui n'étaient pas là, vous recevrez, et même ceux qui sont là, vous recevrez le live du coup en replay. Et je vous dis à très vite pour un autre sujet. Prenez bien soin de vous et comme on dit chez moi, cœur sur vous. Merci beaucoup. Merci.